Le fait a défrayé la chronique citée vendredi dernier, alors que les élèves du Triangle national rentraient dans la phase des congés pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Le lycée bilingue de Deido est donc devenu pour cette journée la star d'une journée. Une star qui n'en finit pas d'en être une au regard de la multiplicité des cas de vandalisme, des cas de grand banditisme et autres scandales enregistrés dans cet établissement d'enseignement général bilingue, un établissement pourtant consacré à la dispensation du savoir qui est plutôt devenu un lieu, un temple où les malfrats exercent avec aisance et tranquillité. Et dans cet établissement, ce vendredi donc, un élève, le nommé Blériot Rousman Tsamou, a trouvé la mort à la suite d'une rixe et à la suite de ce qu'on appelle désormais dans les établissements scolaires du Triangle national un fait de taxage. Les aînés ont voulu lui prendre son téléphone portable et après une altercation et une opposition, le jeune Tsamou a reçu un coup de poignard en plein cœur du sang, décrit une scène de panique. Pourtant, certains courageux vont transporter leurs camarades vers l'hôpital le plus proche, notamment l'hôpital district de Deido. Là-bas également, des hommes, notamment le personnel médical, va se déployer, bon mal, mal an, à essayer de lui retrouver la vie, une situation qui va plutôt tourner au drame. Aujourd'hui, le jeune blaireau est à la morgue de l'hôpital du district de Deido. Une enquête a été ouverte. Des hommes et des individus ont été interpellés dans le cadre de cette affaire qui aujourd'hui n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La situation est d'ailleurs au cœur de plusieurs journaux qui ont consacré quelques pages en rapport avec cette affaire, devenue aujourd'hui un véritable scandale sur l'ensemble du triangle national pour ce qui est de l'éducation et des enseignements secondaires de notre pays. Que s'est-il véritablement passé au lycée bilingue de Deido? Pourquoi en est-on arrivé là? Des éléments et bien d'autres sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, 21h et 22h30 sur la télévision du monde. Bien évidemment, Tout au clair est une émission interactive. Vous pourrez donc tout à l'heure nous faire parvenir vos contributions ou alors vos questions à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26 et vous serez en phase avec nous pour échanger, discuter avec notre panel de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette tribune du débat, le Talk Show sur la télévision du monde. A tout de suite. Merci de faire confiance à la télévision du monde. Merci de faire confiance à Tout au clair, votre nouvelle tribune, votre tribune du débat du talk show sur la télévision du monde. Question de commenter, discuter de l'actualité majeure de la journée. Et cette journée, on revient de long en large sur cette affaire qui continue d'être au cœur de l'actualité dans notre pays. Nous sommes le 1er avril 2019, mais même si on retient que ce jour également marque le décès tragique d'un homme de culture, notamment Jean-Pierre Sarr, on ne manque pas de revenir sur cette affaire qui continue de décrier ou alors de faire l'attention sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale et internationale, à travers la télévision, mais aussi à travers les radios et autres presses écrites. Cette affaire est en rapport avec le lycée bilingue de Deido. Et ce jour, pour en discuter de cette problématique, de cette insécurité criarde dans un établissement du triangle national, principalement ceux de Douala et notamment le lycée bilingue de Deido. Trois personnes déjà confortablement installées sur ce plateau. Avec eux, nous allons essayer de discuter de cette problématique dans le cadre de cette émission sur la télévision du monde. Et vous permettez, mesdames, messieurs, de ne pas faire de la misogynie sur notre plateau, puisque nous avons une dame. Nous commencerons bien évidemment les présentations par elle. Elle est députée à l'Assemblée nationale du Cameroun. Elle est par ailleurs
un cadre de ce parti politique. Au-delà de cela, elle a une casquette qui est assez particulière. Elle est membre de la commission éducation, jeunesse et formation professionnelle et puis psychologue président du conseil d'établissement dans un établissement public, notamment le lycée Dios de Douala. On a donc l'honneur de la voir ce soir. Honorable Marlise Douala Bessonon. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Monsieur Moutomé. Merci de m'avoir convié. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir ce soir à raison de cette actualité brûlante. On sait également que la session parlementaire court encore et va devoir s'achever dans les tout prochains jours. Mais vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Juste à côté de vous, notre consultant permanent que nous avons le plaisir, le bonheur de retrouver dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde, Michel Moussala, directeur de publication à Aurore Plus, mais également éditorialiste émérite sur la place nationale et internationale. Michel, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. Je crois que quelques jours d'absence m'ont fait interpeller par les réseaux sociaux, estimant que je ne suis pas très présent à cette très grande émission de Tout au clair. Je voudrais m'en excuser parce que j'ai des contraintes d'ordre familial qui m'ont empêché d'honorer certains de vos précieux thèmes dont vous en aviez toujours le choix. Donc, je peux dire que je suis revenu, je serai là. Et je pense que le débat de ce soir me paraît très important parce qu'il rentre dans le domaine éducatif. Donc, on pourra en débattre. On va en débattre de long en large ce soir pour ce qui est de l'éducation et une éducation qui est en mal sur l'ensemble du triangle national. Autre invité sur cette tribune, acteur de la société civile, parents, tout ce que vous souhaitez. Il est donc avec nous ce soir. Lui, c'est Philippe Nanga, Un monde à venir, qui nous revient également avec beaucoup de plaisir. Philippe, bonsoir. Bonsoir et salut à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être présent ici pour partager avec ceux qui nous regardent notre point de vue sur les questions qui préoccupent les Camerounais. Merci à vous d'être là ce soir dans le cadre de cette tribune. Nous rappelons que nous avons pris attache dans le cadre de ce débat avec les responsables du lycée bilingue de Deido qui nous ont assuré d'être là ce soir. Nous avons vu pour l'occasion ou discuter au téléphone avec le proviseur de cet établissement, Madame Moukete, qui est permissionnaire, qui nous a conviés vers le censeur, M. Seyabze, qui lui également nous a confié au président de l'association des parents d'élèves du lycée bilingue de Deido, qui, en raison de ses occupations et de son empêchement, nous a confié à son premier vice-président qui, après nous avoir donné son OK, malheureusement, nous a fait parvenir un SMS local dans lequel il nous fait savoir qu'il ne peut pas être avec nous ce soir. Aussi, nous avons convié sur ce plateau un avocat au barreau du Cameroun qui, jusqu'à présent, n'est pas encore arrivé. Nous espérons qu'il pourra nous rejoindre dans le cadre de cette tribune Tout au clair sur la télévision du monde pour ce lundi. Et pour permettre à ce que, et vous à la maison, et nous sur le plateau, nous soyons en phase pour véritablement faire le débat ce soir sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vivre ce reportage que nous avons tourné ce matin au lycée bilingue de Deido, dans la famille du jeune blaireau à Yoyo, dans l'arrondissement de la 5e, mais également à l'hôpital district de Deido, où, pour la plupart, nous n'avons pas été les bienvenus. Ambiance plutôt calme et sereine au lycée bilingue de Deido ce lundi matin, 3 jours après le malheureux incident qui a coûté la vie au jeune blaireau Tsano Rosman de la classe de seconde espagnol 2. Bien que les congés du deuxième trimestre soient effectifs depuis vendredi dernier, les responsables de cet établissement d'enseignement public bilingue sont présents. Les élèves des classes d'examen sont en classe pour les cours de remise à niveau. Dans cette ambiance, un seul sujet est à l'ordre du jour, le meurtre du jeune blaireau. Et à ce sujet, les responsables de l'établissement apportent quelques précisions. Le lycée se porte bien, comme vous voyez, n'est-ce pas? Il y a l'université qui est en train d'utiliser les cours pour ses rattrapages. Nous-mêmes, nous sommes en train de faire des cours de remise à niveau pour nos élèves de classe d'examen. Comme nous n'étions pas sur le lieu où l'incident s'est produit exactement, mais on a seulement récupéré l'incident après que le poignard soit parti. Les 3 suspects sont à la police. La police est en train de faire son travail. Ce qui est sûr est que la PJ va nous aider donc à déterminer qui est le véritable responsable. Qui a fait quoi? Qui a porté le couteau? Qui a poignardé l'autre? Pour quelle raison? Ça, c'est la police qui nous dira. Parce que pour l'instant, c'est les congés, les enfants étant tous partis.
on n'a pas pu mettre la main sur tous les camarades de ce jour-là, mais ce qui est sûr est que d'ici la rentrée, on aura, n'est-ce pas, ces camarades qui vont certainement donner des informations, et même la police, dans les enquêtes, auront des informations plus sûres. Disons que les mesures, chaque jour, c'est les mêmes mesures. On fouille, on fait des descentes inopinées dans la salle de classe, on renforce la sécurité au portail. Vous êtes entré, il y a des vigiles, ils ont des détenus de métaux, donc c'est la même chose qu'on fait tous les jours. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, les enfants sont très ingénieux dans la technique de dissimulation des armes, des lames de rasoir, des couteaux et autres, et portables pour entrer au lycée avec. Mais nous continuons à faire notre boulot tant bien que mal. Pour, n'est-ce pas, puisqu'en fait ce sont ces objets, les portables qui appellent les bandits au lycée. Donc nous essayons de les fouiller, récupérer ce qu'on peut récupérer, discipliner ce qu'on peut discipliner, faire ce que nous pouvons. Parce que même nous-mêmes, responsables du lycée, nous ne sommes pas en sécurité. Je vous ai fait lire les messages, les menaces que les enfants nous envoient après être disciplinés. Et les bouts de papier qu'ils nous envoient sous les portes de manière anonyme pour nous menacer. Après cet arrêt au lycée bilingue de Deido, nous nous sommes rendus immédiatement au domicile du désormais regretté Blériot, 6 au quartier Bipanda Yoyon, à Douala 5e. Une fois à l'intérieur de la résidence, après avoir bravé la canicule, c'est motus et bouche cousue pour les membres de la famille rencontrés sur place. Le père de la maisonnée n'étant pas présent, aucune information ne nous est communiquée par les parents rencontrés ici. Toutefois, joint au téléphone, le sieur Ndjaka, tuteur du jeune Blériot, va nous servir une fin de non-recevoir. Là, d'essayer de le convaincre pour une simple interview, notre équipe de reportage se rend alors à l'hôpital district de Deido. Ici, c'est le train-train quotidien, malades et personnels vont et viennent. Au bureau du directeur où nous nous sommes rendus, tout est calme, seulement notre présence dérange. Nous sommes journalistes et nous voulons rencontrer M. le directeur. On le savait. On a mis après les chef. Est-ce que la radio Timini Santo de Yongé? Dans ce long périple qui nous a conduit d'un point à un autre de la ville, pour en savoir davantage autour du meurtre du jeune Blériot, élève au lycée bilingue de Deido, seul le censeur numéro 4 de cet établissement public d'enseignement bilingue s'est montré coopératif. De l'entretien qu'il nous a accordé, l'on retient que les présumés bourreaux du jeune Blériot Rosman Sanou, à savoir Bello Mohamed, 18 ans, Ivan Simo, 19 ans, et Loïc Moukwele, 18 ans également, et dont 2 étaient exclus depuis novembre 2018, sont entre les mains de la police judiciaire à Bonanjo, et pendant ce temps, l'enquête suit son cours normal en attendant la date officielle des obsèques de cet élève, mort à la suite d'une affaire de taxage de téléphone devenue monnaie courante au lycée bilingue de Deido. Nous sommes donc de retour sur le plateau de Tout au clair, sur la télévision du monde, après ce reportage réalisé ce matin de lundi, 3 jours après l'incident qui a mis en émoi l'ensemble de la communauté éducative, après ce drame survenu dans le lycée bilingue de Deido. On va commencer avec notre consultant maison, Michel Moussala. Michel, vendredi, tout le monde était en train de vaquer à ses occupations lorsque finalement cette affaire arrive et défraie complètement la chronique. Écoutez, tout d'abord, je commence à présenter mes condoléances à la famille du jeune Blériot et toute ma compassion pour le corps enseignant, parce que en réalité, on n'a pas évalué, on ne peut pas évaluer une matinée. Parce que pour cet enfant qui sortait de chez lui, paisiblement, et s'est rendu à l'école, on pouvait tout lui dire, sauf de lui dire qu'il ne rentrera pas avec ses 2 pieds chez lui. Même le corps enseignant, c'est vrai, qu'il peut avoir des manquements et qu'il y en a même peut-être eu au cours de 2 trimestres. Et on pouvait leur annoncer le pire dans leur établissement, sauf de savoir qu'ils s'attendaient à ce qu'un des élèves soit assassiné dans l'enceinte de l'établissement. On savait
par le passé que le cadre scolaire était un cadre sécurisé. Mais sécurisé dans quel sens? Ce sont ceux qui composaient le cadre scolaire qui eux-mêmes assuraient la sécurité. Quand nous fréquentions, on était loin d'imaginer un tel scénario. Celui de voir des individus s'infiltrer dans les collèges ou dans les lycées et poser des actes odieux. C'est malheureux parce que la première responsabilité qui se dégage, c'est celle de nous, parents. Parce qu'aujourd'hui, tous les parents tendent à vouloir protéger leurs enfants. Quand bien même ils connaissent, ils imaginent la moralité de leur enfant. La première tricherie est la responsabilité des parents, qui ne savent déjà pas, d'entrée de jeu, vous changez à un enfant qui a 18 ans. Vous l'enlevez du lycée Jos, là où il a commis des actes de vandalisme. Il se retrouve au lycée d'Aqua. Le même enfant, la même année, il redouble la classe de seconde. Vous l'amenez au lycée de Daïdo. Et au fur et à mesure, vous changez les bulletins de ces enfants. Vous savez bien que votre enfant même se retrouve, on vous donne des informations que votre enfant commence à coopérer avec des bandes pas correctes. La mauvaise compagnie, le banditisme. Votre enfant entre à votre domicile à 3h, 4h du matin. Vous ne lui posez pas la question. La porte lui est facilement ouverte. Si ce n'est pas ouvert par son père, elle est ouverte par la mère. Ou un des frères qui sait bien que son frère commence. Donc, alors c'est une multiple mutation. Quand vous vous retrouviez proviseur d'un lycée, vous n'avez pas la capacité d'évaluer tous les élèves que vous recrutez en début d'année. Ce n'est pas souvent facile d'établir une cartographie où vous pouviez voir la moralité des enfants que vous inscrivez. Là-dedans, vous recrutez et des chanvriers et des enfants perdus dont on vient même souvent, à travers les associations, vous imposer le recrutement, soit disant que c'est un enfant de la rue qui veut se rattraper. Bilan fait, vous vous retrouvez devant une situation où quelqu'un, c'est un artiste du sang et qui profite du cadre scolaire pour venir poser des actes tels que celles que nous avions vécues le vendredi dernier. Monsieur Moutomé, je dis bien qu'il faut pouvoir recenser l'ensemble des responsabilités. Et on aura le temps tout à l'heure de recenser l'ensemble des responsabilités dans le cadre de cette affaire qui a défrayé la chronique. Philippe Nanga, certainement vous avez été choqué à entendre et à vivre ce qui a défrayé la chronique vendredi dernier et qui continue d'être au devant de la scène au jour d'aujourd'hui. Certainement, personne n'a pu rester insensible à ce qui s'est passé au lycée de Daïdo. Donc je voudrais aussi, comme nos grands frères, dire ici ma compassion et m'aligner aux côtés des parents qui sont éprouvés en ce moment, des amis de ce jeune homme qui n'avait pas imaginé que ce serait son dernier jour ce vendredi. Oui, on a été tous choqués, mais froidement on a observé et nous nous sommes dit que cet acte-là qu'on a vécu au lycée, en réalité, c'est un acte de plus qui nous renvoie l'image de notre société actuelle. En réalité, si vous regardez très bien notre société camerounaise actuelle, c'est une société de conflit, c'est une société de violence. On vit avec le conflit et avec la violence. Si vous regardez comment ça se passe dans nos routes là, comment ça circule entre les benzikineurs, les chauffeurs de voitures et les piétons, comment on se discute à la fois la chaussée, les trottoirs, comment les gens s'insultent. C'est une société de violence. Si vous faites un tour dans les réseaux sociaux, c'est une guerre ouverte, quoi. Vous ne pouvez pas lire 3 posts sans lire un post violent. Donc, on est vraiment dans une société de violence depuis quelque temps. Et cette société de violence ne peut pas épargner les enfants, les jeunes. Au contraire, ils sont les plus affectés par cet environnement de violence. Parce que la particularité des jeunes, c'est qu'ils ont la tendance à reproduire ce qui se passe autour d'eux. Et donc, vous allez voir que la société tout entière
se lit à travers les jeunes, par leur tendance à faire exactement ce que chacun voit autour de lui. Et donc, quand j'ai essayé d'analyser cette situation, je me suis dit, ah, j'espère qu'on ne va pas penser que c'est un acte isolé. Parce qu'en réalité, il y a eu mort d'homme, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un acte isolé. Mais si vous faites le tour d'établissements scolaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la violence dans tous les établissements scolaires. Du triangle national. Du triangle national. Alors, honorable Marlise Douala-Bel, députée à l'Assemblée nationale, en pleine session, une nouvelle comme celle-là tombe, mais, et quelqu'un le disait tout à l'heure, ce n'est pas un acte isolé. Avant, ce poignard pris par ce jeune, le jeune Blériot, qui aujourd'hui est à la morgue de l'hôpital des districts de Deido, il y a des élèves de terminale qui avaient violé une élève de 6e dans le même établissement. Comment est-ce qu'on peut comprendre des actes et des faits comme cela dans un milieu scolaire? Bon, je pense que ce n'est pas des insolites. Hein. Je veux dire, quand on regarde, nous sommes dans le grand monde. Et ce grand monde est justement un monde de violence. Et nos enfants s'accoutument à cette violence à travers les médias qu'ils regardent. Ce n'est pas forcément la violence produite par nous qui les amène sur le chemin de cette violence. C'est la violence dans le monde auquel ils sont exposés qui banalise ces actes qui sont des actes graves. Et j'ai un peu parcouru tout ce qui s'est passé depuis 2 ans en France, en Belgique, aux États-Unis, mais c'est régulièrement que les enfants agressent les autres à l'arme blanche, ou même certains ont des revolvers, ou alors des bris de bouteilles cassées, etc. Donc, quand on est interpellé comme ça par le cas du jeune Blériot, je pense que nous devons être tous solidaires et bien questionner de quoi il se passe, de quoi il est question, et comment est-ce que nous pouvons endiguer cette, j'allais dire, la spirale de la violence qui est en train de vouloir s'imposer à nous. Et je pense que justement ma commission, la commission éducation et jeunesse, va avoir un chantier là-dessus. Parce que même si nous sommes victimes du grand monde, et que nous-mêmes, au niveau micro, nous-mêmes aussi, nous fabriquons notre part de violence, nous, la responsabilité des adultes et des leaders que nous sommes, c'est de trouver les moyens pour que ça ne s'aggrave pas. Et tout à l'heure, notre expert disait, parlait du rôle des parents. Il ne faut pas l'éluder. Il ne faut pas l'éluder parce que quand vous voyez, quand vous regardez un peu les établissements dans la ville de Douala 1er, vous allez voir que les meilleurs établissements sont les établissements confessionnels. Et vous allez voir que le meilleur lycée, c'est le lycée de Bipanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément un facteur commun. C'est quoi? C'est le parent. Parce que quand vous éduquez votre enfant à lui donner de l'amour, à lui inculquer le respect de la personne, le respect du bien d'autrui, automatiquement, même s'il a ses appels qu'il rencontre en route, parce que vous n'êtes pas là quand il est sur le chemin de l'école. Donc, il rencontre des tas de choses. Il aura plus de résistance, plus de capacité de résistance que l'enfant à qui on ne parle pas. On ne sait même pas ce qu'il fait à l'école. Le matin, il est parti. On ne sait même pas s'il s'est brossé les dents. On ne sait pas si sa culotte est propre. On ne sait pas. Des enfants qu'on n'encadre pas. Des enfants qu'on n'éduque pas. Ils sont bien plus fragiles que les enfants éduqués. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui pour dire que dans la chaîne éducative, le parent, la famille joue le rôle le plus important. Parce que c'est nous qui livrons le produit au système éducatif. Et ce produit qu'on livre au système éducatif est le résultat des valeurs qui sont prônées dans la famille, de l'encadrement et de l'amour qui est apporté aux enfants. Alors, s'il y a de l'amour à apporter aux enfants, et il y a tout de même que depuis quelques années, on observe un phénomène devenu
récurrent qui a même nécessité une mobilisation des membres du gouvernement à travers une campagne nationale, c'est que dans nos établissements aujourd'hui, au-delà de cette récurrence de violence, au-delà de ce manque de respect total, il y a que nos établissements sont devenus les lieux par excellence où on cultive, où on fabrique, où on commercialise la drogue et tous les autres stupéfiants. Oui, Frédéric, tout à l'heure, nous avions essayé, j'ai essayé de vous dire l'environnement dans lequel l'enfant devrait se retrouver, afin que de se retrouver dans... D'abord, il faudrait savoir que depuis quelques années, la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est une relation d'amitié. J'ai vu dans des lycées où certains parents commençaient par faire venir leurs enfants dans un établissement en classe de seconde, en première, en donnant une voiture. Et l'enseignant se retrouvait à un moment donné en train de boire l'alcool avec son élève dans les bars. Il faut pouvoir trouver tout ce qui concourt à négativer le système éducationnel. Quand on élève, nous, jusqu'à Liberman, nos enseignants, heureusement, nous n'avions plus croisé des jésuites. C'est sans publicité surtout. Oui, mais disons que quand nous étions collégiens, nos enseignants, pour ne pas parler de l'école primaire, quand tu croisais ton enseignant, tu prenais la clé des champs pour ne pas le rencontrer de vue, parce qu'il sait déjà le quartier dans lequel vous habitiez. Mais aujourd'hui, la précarité, le renforcement de celui qui détient plus que celui qui t'enseigne, l'écart existant entre la vie d'un élève qui a des parents nantis et l'élève, l'enseignant, qui n'a pas. Est-ce que parce qu'on est nanti, on doit pouvoir consommer la drogue au vu aussi tout le monde dans les établissements, comme c'est le cas aujourd'hui? Et conséquence des courses, on arrive à des actes et à des faits, comme vous avez d'ailleurs qualifié dans votre journal, que le lycée bilingue du Deido est l'antre des malfrats. Pourquoi je l'ai dit? C'est l'antre des malfrats. Disons que tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé chuter sur ce que je voulais dire, sur les rapports humains qui existent déjà entre l'enseignant et quand vous voyez en pleine récréation comment l'enseignant va avec un élève dans un bar pendant que c'est le temps de repos. Ils finissent 2 bières, ils remontent. Ça existe dans les lycées et dans les établissements. Monsieur Moutomé, la proximité, ces élèves qui viennent, je vous ai dit en amont qu'on n'a pas la capacité, le proviseur, ni le censeur, ni le surveillant général, n'a pas la capacité de dire, de qualifier le genre d'élèves qui recrutent. Donc, ces gars sont spécialistes de prise de toute forme de drogue. Quand ils arrivent dans la salle de l'établissement, il n'y a pas un appareil qui évalue ou qui peut détecter à l'entrée. Si vous n'avez pas science tenante, vous ne traînez pas une lame que vous mettiez dans les livres, on ne peut pas, et même un couteau, même s'il y a une surveillance accrue dans un établissement. Moi, je vais vous prendre des exemples. Très rapidement. Le lycée d'Aqua, l'année dernière, il y a eu des élèves, un élève qui s'est permis de poignarder un autre élève. Un autre élève. J'ai vu, je suis descendu au lycée de Newbel. J'ai trouvé des gars qui ne faisaient pas partie de l'école. C'était des mal. Aujourd'hui, c'est des véritables malfrats à Bonadibon. Ils s'habillent en tenue du lycée de Newbel. Entre le matin, on ne peut pas deviner si vous portiez un nom Moussala. Et vous entrez au lycée de Newbel pour aller poser des actes d'agression au sein du lycée, retirer les portables aux enfants à la sortie. Donc, monsieur Moutomé, je voulais dire ceci. Quand vous posez la question sur l'encadrement au niveau scolaire, au niveau de l'enceinte de l'école peut permettre. Oui, la subtilité de nos enfants aujourd'hui, c'est des artificiers. Pourquoi j'interpelle la responsabilité des parents? Ça veut dire qu'en réalité, c'est difficile. Aujourd'hui, comme l'honorable Maryse a dû le dire, il est très difficile, compte tenu du développement de l'intelligence de tes enfants. Il faut voir la main de Dieu. Même si le problème éducationnel vient à se poser, les enfants d'aujourd'hui, je dis qu'il vaut mieux les suivre parce que ce qu'ils font au sein des établissements est intenable. Alors, si c'est intenable, est-ce que le nombre, regarde aujourd'hui, on a 6 000 élèves par exemple au lycée bilingue de Dido, 8 000 au lycée bilingue de Bonabéry, des chiffres assez astronomiques. Est-ce qu'il est possible de pouvoir contrôler ces enfants dans les conditions qu'on connaît dans les différents établissements, si on s'en tient seulement au nombre
d'élèves par établissement? Non, je crois que non. Je voudrais quand même dire que, ok, c'est vrai que tout le monde a une responsabilité dans l'éducation des enfants, mais il faut reconnaître que les enfants, surtout scolarisés, passent le plus grand nombre de leur temps avec les enseignants, plus qu'avec leurs parents. Et de plus en plus, la modernité faisant, les parents, très souvent, les couples, ils travaillent, ils sortent le matin, ils reviennent un peu plus tard, donc ils passent beaucoup moins de temps avec les enfants que les enseignants. Du coup, la responsabilité d'éducation des enfants incombe de plus en plus aux enseignants qui passent le plus grand nombre de temps avec les enfants. Et c'est pour ça que les sociétés modernes aujourd'hui mettent en place des dispositifs pour justement combler la limite, sinon le manque de temps des parents à surveiller leurs enfants. Et je pense que même nos écoles, en réalité, ont prévu cela. Il y a un service qui s'occupe de ce qu'ils appellent l'éducation périscolaire. Donc, normalement, ailleurs, tout ça, on contrôle. On suit les enfants. On peut établir le profil comportemental de chaque enfant. Et on peut donc... Comment dresser le profil comportemental d'un enfant alors qu'on a 6000? Mais justement, c'est là, un des problèmes. Non, ils ne sont jamais, en France, vous ne verrez jamais 80, 120 enfants dans une salle de classe. Non, je ne parle pas de classe, je Mais parle de l'effectif de lycée. D'accord. Même s'ils sont 60 ou 40 ou 30, mais les effectifs sont plus importants. Et il y a suffisamment de personnel, pour s'occuper, parce que déjà, l'enseignant est le premier responsable, n'est-ce pas, du suivi du profil comportemental. Parce que c'est l'enseignant qui signale au service, n'est-ce pas, de suivi psychologique de l'attitude de ces enfants. Il a la capacité, parce qu'il a 30, 35 ou 40 maximum d'enfants, donc il peut les suivre. Et quand il constate qu'il y a un enfant qui n'est pas suffisamment éveillé, qui dort en classe, on va faire le suivi. Souvent, on fait le suivi jusqu'à chez ses parents pour voir qu'est-ce que les parents font, est-ce qu'ils ont du temps, est-ce qu'ils ont des moyens, ainsi de suite. Et on va donc suivre cet enfant pour éviter qu'il dérive. Même si on arrive à avoir des dérives, il y a quand même un processus qui permet d'encadrer les enfants. Donc, on n'a pas la capacité justement d'établir ces profils comportementaux dans nos établissements parce que l'enseignant a 130 élèves dans une salle de classe prévue pour accueillir 60 élèves. Ça, c'est déjà un problème. Du coup, ce nombre pléthorique d'enfants dans les salles de classe, en soi lui-même, produit déjà la violence. Donc, parce que les enfants, ils sont étouffés, ils n'arrivent pas, et donc ça crée déjà un problème. Donc, vous avez raison de pointer du doigt les effectifs, et nous, on l'avait signalé il y a plusieurs années d'ailleurs. Il y avait des mesures qui avaient été prises, pourtant ça fait 3 ans. On a dû revoir les mesures à raison de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne sais pas si on a revu, je n'ai pas vu une autre ministérielle qui a revu. Il y a des dispositifs qui avaient été mis en place, et d'ailleurs les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base avaient demandé aux établissements des zones sécurisées d'ouvrir pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Oui, bon, je crois qu'il y a d'autres mesures, mais c'était pas question d'avoir 140 ou 150 élèves dans les salles de classe. Dans tous les cas, c'est un élément qui empêche, qui constitue un obstacle au suivi psychologique des enfants. Ça, il faut prendre ça en compte. Regardez par exemple, cet enfant qui a posé l'acte au lycée. On vous dit que c'est un enfant. Parmi les 3 enfants, les 3 agresseurs, il y a 2 qui ont été exclus. Vous voyez, dans une société normale, on n'exclut pas, on ne chasse pas les enfants de l'école. Non. Même quand on est délinquant? Non, on ne les chasse pas de l'école. On les suit. On les suit hors de l'école. Ça veut dire, si à l'école, on n'a pas pu les encadrer, il y a un autre service à l'extérieur de l'école qui va les suivre. Qui prend le relais. C'est comme ça que ça se passe. On ne les jette pas dehors. On n'est pas aucune mesure pour les accompagner, pour qu'ils puissent changer de comportement. Alors, avant que vous ne parliez, je sais certainement que vous brûlez, je vous sens brûler à la suite de Philippe Nanga, mais je voudrais en même temps revenir sur une mesure qui avait été prise à une époque lorsque, on se souvient, la secte islamiste Boko Haram était au plus fort de son art à travers les actes barbares d'attentats dans les localités de l'extrême nord du Cameroun. On avait instruit dans les établissements que un dispositif sécuritaire soit mis, une fouille systématique des cartables et des élèves
à l'entrée et à la sortie des salles de classe. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce dispositif a baissé d'un cran où il n'existait plus pratiquement, puisque un poignard, et ce n'est pas le seul qui nous a été présenté au lycée Blaise Diagne par exemple, un poignard a pu se retrouver dans une enceinte d'établissement et il a été utilisé, ce poignard. Est-ce qu'un enfant normal dans une famille a un poignard? Un enfant qui a un poignard est un délinquant. Ce n'est plus seulement un enfant, c'est un délinquant. Ça veut dire qu'il peut utiliser cette arme contre toi, contre son enseignant, contre son camarade, contre son... nous a déjà dit qu'ils font l'objet de menaces de ces élèves lorsqu'ils sont sanctionnés. Donc c'est déjà des enfants difficiles qu'il faut suivre autrement. Mais quand Philippe Nanga dit qu'en Occident, on n'exclut pas les enfants, non, on les exclut, on ne les abandonne pas. On les exclut et on les abandonne à un moment donné parce que les parents ne suivent pas. Et des entretiens que moi j'ai eus avec mon proviseur, c'est qu'elle me dit qu'ils sont souvent dans le désarroi. Des fois, ils convoquent les parents ne viennent même pas. On veut que tu saches que ton enfant a un comportement qui s'écarte de la norme. Tu ne viens même pas. Et puis, quelle est cette histoire où on a pensé que le rôle du parent s'arrête à la maison? Non. Le rôle du parent continue jusqu'à l'école parce que le parent est un partenaire de l'école. C'est quoi cette histoire où les enfants viennent chercher les bulletins? Et comment on va contrôler? Comment est-ce qu'on donne la possibilité aux parents de contrôler si l'enfant a bien travaillé ou pas? Ou bien si pas. Il y a plein d'enfants qui mentent les parents. Ils prennent les bulletins, mais comme ils n'ont pas eu de bonnes notes, oui, non, le professeur a dit que... Et toi, tu ne te déplaces jamais. Tu ne connais même pas les professeurs qui enseignent ton enfant. Donc, je dis vraiment, avant de nous attaquer au système, qui a sa part de responsabilité et qui fait le maximum pour essayer de rattraper ces insuffisances, commençons par ce que nous-mêmes nous pouvons changer. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que ce qu'on est facilement capable de changer, c'est soi-même. Donc, commençons par nous-mêmes en étant des parents plus responsables, pauvres ou riches. Parce que le riche qui pense qu'en donnant 20 000 francs à son enfant, c'est de l'amour. Et cet enfant, tu l'exposes à quoi? À être une victime dans la rue. Donc, je ne veux pas passer ici pour quelqu'un qui fait la morale, parce que moi aussi, j'ai été parent. Et je vais vous-même dire que je n'étais pas un très bon parent par rapport à l'école. Mais je m'en sortais pourquoi? Parce que moi, mon conjoint, lui, il était tout le contraire de ce que je suis. Moi, quand j'ai dit bonjour au professeur, ça suffit, non? Mon conjoint, lui, il s'asseyait avec le professeur, ça va, elle évolue bien, elle vous pose des problèmes. Donc, il connaissait parfaitement tous les enseignants de nos enfants. Et on était sûr qu'on avait la bonne information par rapport aux enfants, par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs insuffisances, etc. Donc, nous, les parents, jouons notre rôle. Et je voulais ajouter la chose suivante, que l'école doit être un lieu, par excellence, qui fabrique l'élite du pays, qui fabrique la relève d'un pays. C'est pour ça que je suis très fière de faire partie de la commission éducation, jeunesse, éducation et formation professionnelle. Parce que voilà une commission qui regroupe au moins 5 ministères. Le ministère de la jeunesse, le ministère de l'éducation de base, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc, c'est une commission capitale. Et quand nous sommes interpellés par des faits aussi graves qui ont froissé le cœur de tous les Camerounais, oui. Il faut, ce n'est pas le seul incident, on en a vu ailleurs, mais celui-ci est récent et il nous a tous secoués. Il faut qu'on en profite pour affiner notre système de protection, le système de sécurité, le système de propreté. Nos enfants vont dans des écoles où il n'y a pas de toilettes, alors que les parents, dans l'association de parents d'élèves, donnent de l'argent et ils ne vérifient même pas ce que fait leur argent. D'accord. Alors, Michel, je viens à vous. Avant l'incident qui a défrayé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'âmes, qui a fait pleurer. Et je voudrais préciser à nos téléspectateurs que contrairement à ce qui a été annoncé dans les réseaux sociaux, la maman du jeune blaireau n'est pas morte, non. Elle est en santé, elle a subi le choc du décès de son fils, donc elle a été un peu souffrante, mais elle est en santé. Nous l'avons rencontrée ce matin. Elle n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Elle est encore assez affaiblie, assez affligée par la mauvaise nouvelle, mais nous espérons que dans les jours à venir, elle pourra reprendre goût à la vie, surtout que c'était son seul et unique enfant qu'elle avait d'ailleurs confié
à la garde de l'un de ses frères qui, justement, assurait régulièrement le suivi de cet enfant qui, jusqu'ici, était élève au lycée de Bipanda et qui a dû être transféré au lycée de Deido au cours de cette année 2018-2019 qui, malheureusement, lui, a été fatale. Alors, j'ai une question pour vous, Michel. À quel moment l'école que nous avons connue a dérivé, a changé de cap pour devenir une école des malfrats? Parce qu'aujourd'hui, on a un phénomène, au-delà de la drogue, la consommation de tous les stupéfiants qu'on connaît. D'ailleurs, c'était au lycée de Neubel qu'on avait lancé la campagne de lutte contre la consommation des drogues et autres stupéfiants dans les lycées. Pour ce qui est de la ville de Douala, c'était au lycée général de Clerc, pour ce qui est de Yaoundé et même de la campagne nationale. Mais à quel moment il y a eu, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le phénomène de taxage. Et c'est d'ailleurs derrière le taxage que le jeune Blériot a perdu sa vie. Bien, tout à l'heure, Philippe a parlé et mes collaborateurs qui ont été sur le terrain ont constaté que depuis 2018, les présumés assassins de Blériot ne faisaient pas partie de l'effectif du lycée du lycée de Daido. La dérive scolaire, elle a commencé avec la démission, je ne cesserai de me répéter, la démission des parents et la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas les parents qui demandent de taxer son collègue ou son camarade de classe. Je veux dire par là que la compagnie avec lesquelles les enfants s'accommodent, le père n'est pas là pour faire des évaluations. Mais le fait de changer en 3 ans 3 établissements en un même enfant est un problème. Ça veut dire que tout à l'heure, Nanga parlait d'un suivi qui se fait quand on met un enfant dehors. Les dispositions pratiques qui permettent que les services sociaux, le ministère des Affaires sociales, prennent en charge ce genre d'enfants. Nous avions tué l'école quand on a commencé par refuser, par fermer des écoles que Aïdjo avait mis en place. Bétamba. Toutes les écoles qui regorgeaient des enfants renvoyés dans des collèges. On leur mettait pour un recyclage, on les renvoyait à Bétamba. Il y avait à Bépanda, je ne sais pas comment ça s'appelle, le centre d'accueil de Bépanda. Mais qui existe encore? Je ne sais pas, non, ça a pris une autre forme. C'est tout sauf une école de recyclage. Donc, M. Moutomé, et vous avez commencé par voir, en termes de démographie, les lycées ont commencé à encaisser, et même certains collèges. Aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas le même moyen, nous ne tenions pas les mêmes moyens. Que celui qui est capable de faire inscrire son enfant, excusez-moi, je ne ferai pas de publicité dans des écoles où tu as 1,5 million ou à 2 millions l'année. Les effectifs sont peu. Le suivi se fait rationnellement. Vous avez les comptes rendus hebdomadaires du travail de votre enfant. Ça, c'est dans les collèges privés qui ont le devoir du résultat. Alors, quand vous avez tout à l'heure évoqué l'argumentaire selon lequel la situation au nord-ouest et au sud-ouest, elle fait que des lycées se retrouvent à Douala, encombrés, sollicités, et on se retrouve avec autant d'élèves dans une salle de classe. Je n'en sais pas combien aujourd'hui parce que d'autres m'en parlent de 140 ou 80. Tout à l'heure, on peut juguler cela, M. Moutomé. La dérive dans les écoles. Voilà. L'arrivée ne fait rien. Tout à l'heure, l'honorable est un problème décrié par le journal Euro Plus. Depuis 5 ans, je demande toujours à quoi ça sert les APE. Cet argent où les gens viennent s'abreuver, où quelqu'un met 15 ans, président de l'APE, en complicité telle avec les proviseurs ou, je ne sais pas si ça se passe aussi dans les établissements privés, combien on en paye. Une école comme le lycée de Daido a 150 millions d'épargne des APE. Ça veut dire, M. Moutomé, si on veut prendre une garde, on prend une entreprise sérieuse de gardiennage, on leur dit vous êtes 5 tous les matins, hein, vous habituez à nous à fouiller ou à s'infiltrer dans le cadre scolaire en dehors de l'intérieur. Nous, on veut qu'on ait des enfants purifiés sur le plan mental quand ils entrent ici. Donc, on voit au moins les sacs, qu'on s'assure. 150 millions font quoi dans les comptes des APE?
Voilà un fourre-tout, on parle dans ce pays. Mais, je vais vous dire, pour poursuivre un peu dans ma logique, vous verrez que entre le premier et le troisième et le dernier trimestre des examens, il y a des conditionnalités que le lycée vous envoie. Vous demandant de l'argent pour certaines partitions. Tu te demandes à quoi les 2000 qu'on te demande entre 2 trimestres servent pendant que tu sais que tu as souscrit en amont l'APE. Quand M. Bibé était là, il disait qu'il fallait souscrire. On a commencé par casser les velléités des proviseurs sur les inscriptions. Il faut maintenant inscrire, il faut passer par la banque pour inscrire les enfants. Mais les artificiers estiment qu'il faut manipuler les liquidités au sein des lycées. Et je dis, M. Moutomé, la démarcation sociale de nos enfants au sein des établissements, c'est les conditions dans lesquelles l'attitude que les parents ont vis-à-vis échangent avec leurs enfants. Si tu brandis à l'enfant l'argent, il t'amènera le résultat de l'argent. Il prendra cela, il se retrouvera. Moi, j'ai vu un enfant qui a passé le probatoire. Je ne veux pas donner le nom du restaurant. Un probatoire, il a mis 2 assiettes de Dom Pérignon parce que son papa détenait des gros moyens. Celui-là est maintenant en prison, je ne dirai pas son nom. Merci. Mais je vais vous dire, Moutomé, nos enfants sont à l'image de l'éducation que les parents leur accordent, ainsi que les rencontres avec les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, certains enseignants sont devenus extrêmement complaisants. Alors, si les enseignants sont devenus complaisants et que les parents ne font pas leur boulot, l'élève, à lui, n'a-t-il pas aussi la responsabilité de se remettre en question chaque jour au quotidien, son rôle lorsqu'il va? Et je me souviens d'un dicton, quelqu'un avait dit, laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Non, non, je crois qu'il faut analyser l'environnement dans sa globalité. Et les parents sont dans une société, ils sont dans un environnement. Les enfants sont dans une société, ils sont dans un environnement. Quand il y a une situation comme ça, il faut bien lier l'environnement. Si vous regardez aujourd'hui l'encadrement des enfants dans les écoles, je le dis encore, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Je dis le temps en éveil. Si vous calculez, donc vous allez voir qu'ils passent Philippe, plus de temps. vous rejoignez Michel qui dit que les enseignants, au-delà de ce que les parents ne jouent pas leur rôle, les enseignants sont devenus super laxistes et composent avec les élèves malgré les dérives dans lesquelles on reconnaît. Oui, ça fait partie des problèmes. Ça fait partie des problèmes, mais ça rentre toujours dans l'environnement. Ça fait partie des problèmes, ça rentre dans l'environnement. Je vais vous prendre une situation précise qui peut, n'est-ce pas, conduire à ce qu'on vit aujourd'hui. Si vous faites le tour des lycées, à 7h30, entre 7h30 et 8h, vous allez trouver des élèves à l'extérieur des barrières. Ils sont arrivés en retard. Ah oui, justement. Ils sont arrivés en retard, n'est-ce pas? Et on leur ferme la porte. Ils restent à l'extérieur. Punition, prévue dans le règlement intérieur. C'est très bien. Mais sauf que, à l'extérieur de ces écoles, il y a les bars tout autour. Et donc, l'enfant qui est dehors peut prendre goût, peut avoir envie d'aller regarder à côté. Il peut être récupéré par un autre enfant qui rôde là, qui ne va pas lui à l'école, par un adulte qui rôde là, qui a besoin d'instrumentaliser ou bien je vais dire, voilà, ces enfants-là. Et on va les amener ailleurs. C'est là-bas qu'ils apprennent à boire de l'alcool. C'est là-bas qu'ils apprennent à fumer de la cigarette. Parce que cet enfant qui arrive en retard, il ne rentrera jamais chez lui. Bien entendu. Dire au père que je suis arrivé Bien en retard. entendu. Et je vais vous dire, ce que je dis, il faut bien, et c'est bien que l'honorable soit là, parce qu'il faut prendre ça en compte. Nous avons déjà décrié cette affaire de fermer la barrière aux enfants qui sont arrivés en retard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire entrer dans la barrière. Leur donner une heure de consigne ou je ne sais Voilà. pas trop quoi. Mais à l'extérieur, ils n'ont pas de place à l'extérieur de l'école. C'est vrai. Ils n'ont pas de place à l'extérieur de l'école. Il y en a qui y restent et qui ne rentrent plus à l'intérieur de l'école. Et qui prennent goût à venir en retard. Parce que désormais, ils ont trouvé autre chose à l'extérieur de l'école qui semble être à leur goût. Plus intéressant que l'école. Voilà. Voilà comment ils sont récupérés et plus tard, on en a fait des délinquants. C'est un problème. Maintenant, à l'intérieur de l'école, il faut qu'il y ait des services qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait des services qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a un service de suivi psychologique des enfants? Non. Souvent, il y en a, mais ça ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai fait un tour dans quelques lycées. Quand vous y arrivez, il y a des infirmeries. C'est bien de faire des tours dans les lycées pour voir ce qui se passe. Vous avez des infirmeries qui existent. Mais en réalité, il n'y a rien dans cette infirmerie. C'est un centre commercial. Vous y allez, vous allez trouver. Hein.
l'infirmerie est devenue un centre commercial, c'est-à-dire celle qui est supposée être infirmière est plutôt une bonne commerçante qui vend des jus, qui vend des cacahuètes, qui vend des machins. Oui, c'est une boutique. Sans, Voilà, sans compter l'obligation à vous assurer en qu'on lieu prélève à chaque... place d'une infirmerie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes énormes en termes d'encadrement. Maintenant, l'encadrement périscolaire, je dis, la société, elle est essentiellement violente. Hein. C'est pour ça qu'ailleurs, justement, on prend des dispositions pour l'accompagnement des enfants hors de l'école. Parce qu'on sait que la société est essentiellement violente. Entre l'école et la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Ça aussi, ça manque. Aujourd'hui, nos enfants, quand ils partent de l'école, ils ont quoi d'autre en dehors de la maison pour leur encadrement? Il n'y a rien. Pas de bibliothèque, pas de centre culturel, rien du tout. Voilà comment les enfants ils grandissent. On s'étonne qu'aujourd'hui, il y ait un peu plus de délinquance, qu'il y ait plus de violence chez les jeunes. Mais nous, hier, on avait quand même des centres culturels. On avait des activités culturelles. Il n'y en a plus du tout maintenant. Donc les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et ils ont quoi donc comme repère? C'est les réseaux sociaux où justement on vend la violence, où on vend un certain nombre de comportements. L'éducation dans les réseaux sociaux. Oui, mais sauf que justement ceux qui occupent les réseaux sociaux, c'est pas ce qui préoccupe. Voilà, c'est ça. Donc lui cherche ce qui, comment je vais dire, l'enfant est essentiellement curieux. Il veut découvrir. Et la jeunesse aime le sensationnel. Quand il voit quelque chose de dur, il a envie d'essayer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire attention à notre environnement global qui aujourd'hui affecte négativement les enfants. Alors, honorable, je voudrais bien que vous nous situiez, vous qui êtes président d'établissement, notamment du conseil d'établissement, notamment au lycée Jos, qui à une époque également avait connu quelques faits d'armes qui n'ont pas défrayé autant la chronique que ceux du lycée bilingue d'Eido, qui est aujourd'hui considéré comme étant le lycée où on recrute le plus de mauvais élèves sur l'ensemble du triangle national, toute proportion gardée, je voudrais juste le préciser. Alors, où est-ce que vous avez entendu parler du phénomène du taxage? Le phénomène de taxage est, j'allais dire, désormais universel, partout dans toutes les écoles du monde, et dans les nôtres évidemment. Donc ce phénomène, c'est une forme de harcèlement que certains durent à cuire, les enfants qui sont donc devenus délinquants, exercent sur les enfants qui sont plus faibles ou qui n'ont pas la même dimension. Mais comment cela s'est installé dans nos établissements? Je pense que ça s'est installé par le fait de comment on appelle ça, de la délinquance. Le désir de tout ce que la société de consommation met en avant et qui crée une envie à tous les enfants du monde, qu'ils soient pauvres ou riches. Ils veulent avoir les mêmes choses. Ils veulent avoir les belles tennis, ils veulent avoir de beaux téléphones, ils veulent avoir des beaux t-shirts, etc. Les téléphones sont interdits dans les établissements. Les vêtements d'un certain acabit également sont interdits dans les établissements. Absolument, mais ils s'organisent quand même pour exercer cette pression sur les enfants, soi-disant nantis, pour leur soutirer quelque chose. L'école Dominique Savio a vécu ce phénomène il y a à peu près une dizaine d'années. C'était très, très, très fort. Le phénomène de la toxicomanie et ce phénomène de taxage. Mais je pense qu'ils se sont assis et ils ont trouvé des solutions pour protéger les enfants. Et une des solutions, justement, est sécuritaire. Et comme disait notre expert, il faut que les écoles soient en sécurité. Si une APE existe, qu'elle doit s'occuper de payer peut-être les professeurs assistants, vacataires, il faut que les parents veillent à ce que cet argent soit utilisé pour le confort et le bien-être de leur enfant. C'est très important. On ne vient pas jeter un enfant à l'école et on l'attend à la sortie quelques heures après. Et puis, je voudrais aussi dire une chose. Il est très important qu'on revoie nos valeurs de départ. Nous avons bêtement suivi l'Occident avec ses valeurs. On ne tape pas les enfants parce que les droits de l'homme, on ne crie pas sur les enfants parce que les droits de l'homme... On va y revenir en troisième partie. J'ai vu dans les écoles japonaises qu'à la sortie de l'école, le soir, les enfants lavent leur classe.
ils lavent leurs toilettes. De manière à ce que quand ils reviennent le lendemain matin, ils sont dans un environnement de propreté. Nous l'avons connu dans les années 80-90. Mais maintenant, on estime que c'est la brimade. À la fin de chaque journée, on lavait sa salle de classe parce que le lendemain, nous devons utiliser la même salle de classe. Donc, il faut que l'environnement soit propre. Et mine de rien, ce type d'activité est très important pour le mental des enfants. Parce que ça te crée un brisement et ça suscite une humilité en toi qui ne peut que te faire du bien. Mais si on estime que, non, pourquoi on paie les impôts, non, et ils ne balaient pas les classes, pourquoi? Et nos enfants reviennent le lendemain s'asseoir dans des salles de classe sales. Est-ce qu'on forme une élite dans des poubelles? Non. Alors, on va prendre les parents d'élèves doivent être plus exigeants. On va prendre quelques SMS des téléspectateurs qui sont à la maison et qui sont très nombreux ce soir à nous envoyer des SMS. Bonsoir le panel. Je joins ma compassion à celle de la famille de Blériot, dûment éprouvée en ce qui concerne l'insécurité en milieu scolaire. Je dirais que les causes sont diverses et variées, autant que les responsabilités sont partagées entre les parents, le corps éducatif et l'État qui se doivent de veiller sur la sécurité des personnes physiques en général et des élèves en particulier. Chaque acteur doit jouer son rôle. Toutefois, n'oublions pas que les élèves eux-mêmes ont une lourde responsabilité car les encadreurs peuvent bien jouer leur rôle, mais l'enfant seul sait ce qu'il veut. C'est Gabriel de Lokbaba qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Un autre SMS. Bonsoir, mes sincères condoléances à toute la famille du défunt. Pour moi, le médecin n'a pas fourni assez d'efforts et je blâme le comportement des infirmières. On va y revenir également dans quelques instants. La maison en est aussi responsable. Le père qui frappe sur sa femme, le père qui bagarre au quartier, les chaînes de télévision qui nous offrent quel type de programme, c'est également une contribution. Bonsoir au panel. L'éducation de l'enfant commence à la maison. Si ça rate à la maison, l'enseignant ne fera pas de miracle. Aujourd'hui, vous confisquez les portables de l'enfant. C'est le parent qui vient pour réclamer le dit portable confisqué. Alors, nous avons remarqué que ce sont ces gardiens placés à l'entrée des dits établissements qui commercialisent les drogues. Aucune fouille n'est faite suite à la complicité des vigiles et les élèves délinquants. S'il vous plaît, signez vos SMS et précisez au moins le lieu d'envoi du SMS. Bonsoir à tout le panel. La consommation des stupéfiants ou les consommations de stupéfiants sont généralement des vices et les élèves dévient généralement les élèves. Donc, il faut les sensibiliser. C'est Harding de Kribi qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Le système éducatif aujourd'hui nécessite que la morale revienne au programme scolaire, selon M. Kamgan qui nous envoie ce SMS ce soir. Chers panélistes, le problème en débat est très délicat. S'il vous plaît, on est tous victimes, plus ou moins directement. Explorer aussi le fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vecteur de plusieurs autres cultures, davantage déviantes. Attention aussi, il y a des aires culturelles où couteaux et autres sont des formes de protection. C'est un avis qui est donné. Bonsoir à vous au plateau. La cellule familiale doit prendre ses propres responsabilités sur l'éducation des enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant dorloté par ses parents, celui qui se croit tout permis parce qu'il compte sur ses parents, ne soit pas ou ne doit pas faire ce qu'il veut? Chaque parent est au courant du mauvais comportement de son enfant, mais certains croient aimer leurs enfants. Pourtant, les professeurs subissent des conséquences du manque d'encadrement des enfants comme il se doit à la maison. Et comme cela ne suffit pas, ça passe déjà entre les camarades qui sont censés être liés par l'amour du vivre ensemble. Dommage, c'est Maël Zier de Kribi qui nous envoie ce SMS ce soir. Un autre SMS qui est arrivé et qui est de M. Fancho. Je pense qu'une grande partie de la violence en milieu scolaire proviendrait des dirigeants des établissements scolaires, proviseurs, et des proviseurs qui raquettent les élèves, qui recrutent les bandits pour de l'argent, qui excluent massivement les élèves pour en faire un fonds de commerce.
Les dirigeants veulent s'enrichir et ne s'intéressent pas aux enfants. Les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe. Les dirigeants sont devenus de vrais démons dans les établissements scolaires. C'est M. Fancho qui nous a envoyé ce SMS. Alors, un autre SMS qui nous vient de Berthois est signé Jean-Claude. La violence en milieu scolaire n'est pas une spécificité camerounaise. Les parents ont démissionné de leurs responsabilités au Cameroun. Les élèves ont tous les droits. Les enseignants sont clochardisés. Ne devons-nous pas nous attendre au pire? Notre école est entre les mains des hommes d'affaires et les pédagogues des armées sont à l'étroit. Un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Bonsoir le plateau. S'agissant de l'insécurité dans les établissements, comment comprendre au lycée Savio de Douala, tout un quart de police d'environ 8 policiers assurent la sécurité dans ce lycée de 7h à 18h, alors qu'à la délégation régionale de l'éducation et au lycée technique de Koumassi qui se trouve en face, on a 0 policier pour la même mission qu'au lycée. L'honorable ne démentira pas. C'est Gilbert de Bonaberry qui fait le constat dans ce SMS qu'il nous a envoyé ce soir. Je me nomme Steve Adjoum. Dites-moi, pour un enfant de la 6e en seconde, il se fait traiter de tous les noms et de consommateur de stupéfiants. Cela peut-il le pousser à véritablement fréquenter? C'est une question qui est posée. N'appelez pas ce numéro de téléphone, nous ne pourrons pas en prendre des appels dans le cadre de ce programme tout au clair. Les messages continuent de tomber. Bonsoir les génies du micro. Je compatis la douleur de la famille en deuil. Merci à madame le député pour ses conseils. Christian Zier depuis Kribi, élève en classe de première D2 dans cette cité balnéaire de Kribi. Kribi fait la vedette ce soir sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair. Bonsoir. Pourquoi tout ce tapage quand on sait qu'après tout le personnel qui a diffusé la vidéo ne sera jamais, au grand jamais, en prison et même inquiété? C'est Ibrahim de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Bonsoir à tout le panel, s'il vous plaît. J'aimerais savoir ce qu'on a fait à l'assassin du jeune lycéen assassiné vendredi dernier. C'est Abdel de la rue Fauche. Dans le cadre de ce programme, ils sont encore en exploitation par les services de la police nationale. Et puis on va prendre ce dernier SMS avant de revenir dans le cadre du débat ce soir. Bonsoir le plateau et merci pour la pertinence des idées et du débat. Je voudrais juste ajouter que les professeurs aujourd'hui ne sont plus dévoués. Plusieurs ont acheté leur concours de l'école normale et du coup le suivi des élèves n'est pas continu et optimum. Il faudrait mieux un commandement opérationnel bis dans les villes de Douala, Morel de Douala, pour donc nous accompagner dans le cadre de ce débat sur la télévision du Monde. On revient avec Michel Moussala pour toujours parler de cette affaire qui a défrayé la chronique et notamment on va peut-être sortir un peu du lycée pour aller voir ce qui s'est passé juste à côté et nous avons contacté pour l'occasion le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Guy Sandjon, pour pouvoir l'appeler au téléphone. Malheureusement, il nous a fait savoir qu'il ne pourra pas être disponible à cette heure à raison de ses contingences professionnelles. Mais il nous a donné quelques éléments de débat autour de cette question de la prise en charge de Blériot lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Est-ce que Blériot pouvait encore être sauvé au regard de ce qu'on a vu dans la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux? Frédéric, je dirais que je ne suis pas spécialiste de la médecine. Mais la probabilité, c'est que je m'en tiens à ce que le médecin-chef de l'hôpital de Derrière, docteur Samer, a déclaré, parce que pour lui, il a mobilisé ses équipes pour assister. Et ce qui donne pour pouvoir sauver la vie à Blériot. Mais ceux qui donnent l'avis contraire, je me pose la question sur la pertinence de leur argumentaire parce que le médecin, lui, il dit, même contre, on sait, on a vécu, il y a des scènes de manque de prise en charge. Nous avons vécu la scène de Komatekel à l'hôpital La Quintini. On a vu son mari, quelqu'un ouvrir son ventre pour la prise en charge. Sa tante. Bon, alors, les problèmes, les phénomènes de prise en charge dans les hôpitaux peuvent s'expliquer selon que les cas. Mais je crois que depuis que la société se lève pour gueuler, parce qu'on a
On a peut-être des affairistes qu'on retrouve comme médecins chefs des hôpitaux. Mais il y a quelque part que vous trouvez aussi quelques conscients. Des hommes de bonne conscience qui savent, qui prennent leur pratique ou bien leur profession comme un sacerdoce. On a du mal à croire qu'un enfant qui soit arrivé dans un hôpital, et moi j'ai été victime d'un neveu qui, mon petit-fils qui avait fait un accident étant sur le Bensekin, je l'ai trouvé à l'hôpital de Daïdo. La manière dont on l'avait pris en charge m'a plu. Et ça c'est un peu, parce que le gars avait une double fracture, mais immédiatement avant que je sois arrivé, j'ai trouvé les médecins en train de lui accorder Peut-être parce que c'est le petit-fils de Michel Moussala. Non, c'est vrai peut-être parce qu'il portait le nom de Moussala, mais ceux-là ne sont pas censés savoir que c'était mon petit-fils. Mais c'était dans la nuit, autour de 23 h. Je peux apprécier ça. Mais il y a des cas où vous vous rendez compte qu'on passe le temps à vous interroger sur votre identité dans les hôpitaux. Que de vous prendre en charge. Il faut le dire, dans certains hôpitaux où la rage financière est la priorité, on en trouve où il faut venir tempêter pour qu'on prenne le malade en charge. Moi, j'étais hier dans une urgence de l'hôpital à Kentini. J'ai vu quelqu'un samedi, j'ai vu quelqu'un qui est venu avec un malade et que 3 heures de temps après, on ne s'était pas encore occupé. Mais excusez-moi que je l'ai dit, mais je dis bien que beaucoup de choses s'améliorent au sein de certains hôpitaux. Mais le cas de cet enfant, je ne suis pas spécialiste pour savoir si le médecin, je m'en tiens aux faits. Aux déclarations. Du médecin. Mais ceux qui donnent l'approche contraire doivent nous donner des éléments techniques qui démontrent que l'hôpital de Daïdo n'a pas pris cet enfant en charge. Philippe, la prise en charge a-t-elle été optimale? Est-ce que Blériot, au regard, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir l'image de ce poignard qui a été inséré via la cage thoracique et qui, d'après le médecin, a touché d'ailleurs le cœur de ce jeune élève de classe de seconde du lycée bilingue de Daïdo. Est-ce que, arrivé à l'hôpital, tout a été véritablement mis en service, en œuvre pour que le pire soit évité? Je ne suis pas en capacité de donner un avis sur une question aussi technique. Je vais analyser juste l'environnement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce que je vois. Est-ce que l'environnement, était propice? Est-ce que, au-delà de la volonté des médecins qu'on a vu, n'est-ce pas, mobilisés autour de cet enfant, est-ce qu'il y avait ce qu'il faut sur le plan matériel pour assurer, n'est-ce pas, la survie de cet enfant? C'est ça qu'il faut interroger. Mais là, je peux dire que on a beaucoup de problèmes à disposer de matériel et d'un environnement fiable pour sauver les gens. L'hôpital de Daïdo, je connais. Ma mère y est décédée. J'ai vu des choses. Il y a des médecins bien formés. J'ai eu l'occasion de visiter le bureau d'un chirurgien là-bas. Ce monsieur n'avait même pas de ventilateur dans son bureau. Chirurgien. Si vous regardez dans quelles conditions il travaille. Peut-être été rénové par les soins de la première dame. Non, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je dis, vous pouvez y aller demain. J'y étais encore ce matin. Oui, il y a encore des souris qui se baladent à Daïdo. Allez demain. Si vous n'avez pas vu ça, repartez demain matin. À l'hôpital de Daïdo. Je ne sais pas ce que vous dites. Allez là-bas demain matin. Je vous dis, prenez votre caméra. Monsieur Nanga, ce que vous dites, vous avez entièrement raison. Donc, laissez qu'on a rénové. Laissez qu'on dise des choses. Bah voilà. Question de ne pas perdre. Question de ne pas mais c'est ça. C'est Philippe Nanga qui a la parole. Pour vous dire, je veux soutenir. pour vous dire que les médecins peuvent avoir toute la volonté, n'est-ce pas? Mais s'ils n'ont pas, n'est-ce pas, un environnement adéquat pour travailler, si le plateau technique n'est pas adéquat, ils ne peuvent pas faire le miracle. Ces gars, ils se sont bien battus. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour le médecin. Il y en a évidemment qui ne s'amusent pas, les médecins. Surtout le corps médical qui joue, qui raquette. Ça, on le voit dans tous les hôpitaux. À Daïdo, je l'ai vu. Moi, j'ai dû gronder à un moment donné une infirmière qui demandait de l'argent pour placer une piqûre. Donc, ça arrive dans le corps. Mais les médecins, ils sont pour la plupart assez consciencieux. D'accord. Mais alors, je peux aussi dire ici qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour assurer des bons services. Alors, nous avons eu les SMS des téléspectateurs qui, eux, condamnent l'attitude de ceux qui ont filmé la scène
où on voit Blériot en train d'être réanimé par le corps médical. Tout à l'heure, peut-être je vais préciser quelques consignes ou alors quelques recommandations que nous avons eues des médecins que nous avons approchés, qui nous ont fait savoir que lorsqu'on a un patient qui a reçu un coup de poignard au cœur, le massage cardiaque n'est pas le plus approprié. Bon, on a dit que c'est des questions techniques, on ne va pas y revenir, mais est-ce qu'on devrait pouvoir condamner ce qu'on a vu dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux au moment de la prise en charge, une salle étouffée, bondée de monde, l'urgentiste qui se bat comme il peut, et les autres qui regardent, certains qui filment. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter dans un centre hospitalier? Alors, d'abord, je voudrais dire que l'hôpital de Daïdo est dans un processus de changement profond. Parce qu'ils sont dans le programme PBF, qui fait qu'aujourd'hui, quand on est à Daïdo, tout ce qui rentre à Daïdo est pour Daïdo. C'est-à-dire tout l'argent qui rentre. Et le personnel est maintenant gratifié en fonction des performances de l'hôpital. Et ça a énormément changé le comportement de ce personnel, qui avant savait que si je suis fonctionnaire, je gagne 100 francs. Qu'on monte, qu'on descende, je gagne 100 francs. Mais aujourd'hui, avec ce programme, en partenariat avec la Banque mondiale, ce que l'hôpital gagne est reversé, est réparti à l'ensemble du personnel. À l'ensemble du personnel. Et du coup, ça a redonné envie de bien faire aux gens, et tout le trafic qu'il y avait autour des malades a énormément baissé. Sur le plan de l'hygiène et de la sécurité, parce que je viens de visiter récemment cet hôpital, je peux te rassurer, Philippe, qu'ils sont en train de faire de très grands efforts. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour le professeur. Il est très enthousiaste et moi-même, j'ai ressenti le changement. Maintenant, concernant le cas qui nous concerne, nous sommes une fois de plus piégés par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a deux choses. Est-ce que c'était normal qu'il y ait autant de monde dans une salle d'urgence où on essaye de réanimer quelqu'un? Je dis non. Parce que le médecin urgentiste avait besoin de sérénité pour travailler. Mais en même temps, j'avais l'impression que tout le monde était là, espérant revoir la vie revenir dans le corps de Blériot. Je ne sais pas, regardez bien cette... ils n'avaient pas seulement l'air curieux, mais on sentait qu'ils attendaient le moment où Blériot allait... le souffle allait lui revenir. Donc, il y a eu certainement une sorte d'enthousiasme et d'émotion qui a emporté un peu les gens, mais ce n'était pas très professionnel, pour dire vrai. Donc, dans votre suite, ce n'était pas trop professionnel. Le ministre de la Santé publique, oui. Manaouda Malachi, a prescrit une enquête à l'hôpital de Daïdo pour non-respect de l'éthique et du secret médical. D'accord, je veux dire, bon, je ne fais pas partie de la hiérarchie. J'essaie juste d'accompagner un événement que toute la ville a vécu avec émoi, avec émotion. Et je me dis donc que ces gens-là ont aussi le droit peut-être d'avoir eu cette émotion-là et d'avoir attendu que notre jeune enfant reprenne son souffle. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Pour dire que ce qui est important, à mon avis, quand il survient des choses aussi graves, ce sont les pas que nous allons faire pour aller de l'avant. Parce que c'est comme ça, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de comprendre ce qui s'est passé. Mais nous sommes tous victimes de ces réseaux sociaux. Les émissions sur urgence, là, on ne nous montre pas comment on ouvre le cœur de quelqu'un qu'on est en train de recoudre et tout et tout. On voit ça, non? À la télé, en direct, dans Urgence. À Equinox, on voit toutes les malformations, toutes les... Je me rappelle que certaines fois, le Conseil national de la communication a dû sévir et frapper du poing sur la table parce qu'ils estimaient que c'était un peu insoutenable pour les téléspectateurs. C'est très bantou et c'est efficace puisque ça soulève la solidarité. Merci. Et que les gens réagissent. Merci à vous. Michel? Je voulais juste dire, vraiment quand nous nous retrouvions sur le plateau, les arguments des panélistes, ce n'est pas surtout pour condamner, c'est pour critiquer un genre existentiel de notre société. Moi, je dis que les murs des hôpitaux peuvent subir un marbrement, qu'on mette tout le marbre qu'on veut sur les murs des hôpitaux. Ce n'est pas ça qui soigne le malade. D'abord, c'est les conditions psychiques et psychologiques des médecins. Deuxième chose, c'est les plateaux techniques.
Vous ne pouvez pas imaginer que rendu à cette date, on vous dit qu'un ministre a fait le tour inopiné dans les hôpitaux. Qu'on trouve des hôpitaux sans centre d'imagerie. Qu'on continue à sortir des malades de l'hôpital à Kétini pour aller faire les scanners à France. Mais il y a des hôpitaux par catégorie, Michel. Non, non, écoutez, monsieur Moutomé, ne saupoudrons pas la vérité. On ne saupoudre pas la vérité, on donne les faits. Il y a des hôpitaux de première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Monsieur Moutomé, on est incapable de faire à quelqu'un ce qu'on appelle l'échographie aujourd'hui dans un hôpital public. Pour certains, mais on nous fait une publicité à longueur de jour, des murs qui sont peints, le marbre qui est posé par terre. Ce n'est pas ça qui soigne le citoyen camerounais. C'est les équipements que le médecin a besoin, les équipements de pointe. Vous ne pouviez pas nous dire de ne pas le dire sur un plateau de télévision parce que notre vie en dépend. C'est notre consultant. Voilà. Alors non, le consultant n'est pas là pour ne pas dire un certain nombre de choses. C'est pour susciter, M. Moutomé. Aller dans les hôpitaux, c'est bien. Ceux qui trouvent que c'est mettre les peintures sur les murs, mettre le marbre sur les murs, mettre le marbre par terre, et vous dire qu'il y a un lit jonciable, vous voyez qu'il y a un lit qui se plie. Si c'est ça la médecine, je ne pense pas. Les médecins d'aujourd'hui ont besoin des équipements d'appréciation technique. L'hôpital de Daïdo a pu avoir, il faut une synergie au sein du corps médical. Cela veut dire que quoi? Si on sait qu'un hôpital n'a pas un spécialiste, on peut passer un coup de fil s'il est domicilié à l'hôpital de Nilon ou à l'hôpital général pour une intervention spécifique à un incident. Donc, moi je dis qu'il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est rendu en 2019 où nous sommes dans la visée de préparer une Coupe des Nations. Qu'on en soit à ne pas expérimenter le plateau technique des hôpitaux, à nous d'abord avant d'attendre vos multiples étrangers qui viennent. Merci à vous, Michel Moussala. Je rappelle que vous êtes le consultant permanent de Tout au Clair. Vous êtes deux, et Thierry Niopé également. Philippe Nanga, aujourd'hui, il y a 3 suspects qui sont dans les geôles de la police judiciaire à Bounandja. 3 jeunes, 18-19 ans, dont certains sont anciens élèves du lycée bilingue de Daïdo et un encore au lycée bilingue de Daïdo. On doit pouvoir dire quoi? Que finalement, on est dans un environnement, et vous l'avez peut-être relevé dans une partie de cette émission, qu'on n'est pas en train de sortir de l'auberge, on est malheureusement dans un cadre qui va davantage pourrir. Mais ça, c'est clair. Si on n'arrange pas, si on ne regarde pas, si on n'attaque pas, n'est-ce pas, la question politique qui touche aussi à la stratégie qu'on met en place pour réorganiser notre environnement, eh bien, on ne va pas sortir de là. Il faut sortir de là, pourtant. Je ne sais pas comment on va en sortir si le circuit est celui-là. Je vous ai dit, l'honorable c'est, elle est à l'Assemblée, peut-être qu'elle... Oui. Quand vous voyez, moi j'analyse les faits, quand vous voyez un enfant délinquant à l'école qui est simplement exclu de l'école, vous voyez un peu, il est simplement exclu. Moi j'appelle ça, il est chassé. Vous voyez? Alors, il est chassé. Il est envoyé à la vindicte. Mais vous ne refuserez pas que dans le système éducatif, il y a un ensemble de règles. Laissez-moi expliquer. Ce n'est pas une question de règles. C'est une question de... On est dans une société. Monsieur Moutomé. Le système éducatif. Monsieur Moutomé. Si on est en marche de ces règles-là, on doit subir les sanctions. Monsieur Moutomé, j'ai un côté pédagogue parce que je suis formateur. Quand je suis en face à face avec un public, si j'explique des choses qu'ils ne comprennent pas, je ne m'en prends pas au public. Je réfléchis pourquoi ils ne comprennent pas ce que je dis. D'accord? Quand on envoie un enfant à l'école, si cet enfant ne comprend rien à l'école, il faut que le corps enseignant se pose des questions sur leur stratégie. La délinquance, il y en a partout. Mais c'est pour ça qu'on organise la société de sorte que quand ça a dépassé ici on te renvoie là, ainsi de suite. Même quand il y a les centres d'internement, ce n'est pas nos prisons qui sont des mouroirs, qui sont des centres de développement de la délinquance. Parce que ces enfants-là, qui ont posé cet acte-là, dangereux, qui courent le risque de se retrouver en prison, et vous connaissez nos prisons, ils ne vont pas sortir mieux que ce qu'ils sont maintenant. Ils risquent de sortir pire que ce qu'ils sont maintenant. Parce que là-bas, à l'hôpital, on n'a rien prévu, justement, pour rééduquer et réinsérer ce genre de jeunes garçons. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder cette affaire dans sa globalité. Il ne faut pas regarder qu'il y a un enfant délinquant qui a poignardé un autre. Non, il faut regarder la société tout entière. Comment on fait
pour éviter. On ne peut pas arrêter ça parce que tous les pays connaissent ça. Mais on atténue ça. Okay. Et c'est pour ça que vous allez voir, là aussi je dis à Honorable, ailleurs, on finance les associations parce que ces associations travaillent là-dessus. Ce n'est pas ici où on prend des associations comme des organisations dissidentes parce qu'elles critiquent la gouvernance et donc il ne faut pas... Non, ailleurs justement, le rôle des associations, c'est jouer sur cet encadrement, ce suivi des enfants. Quand on parle du système de l'accompagnement périscolaire, ailleurs, ce sont les associations qui assurent l'éducation périscolaire. Donc après l'école, il y a des associations avec des psychologues, avec des éducateurs qui prennent le relais avant les parents. Donc, je crains... Après les parents ou avant les parents? Ah non, je veux dire avant les parents, parce que la société d'aujourd'hui, moderne d'aujourd'hui, malheureusement, Honorable, c'est ça la réalité. La société d'aujourd'hui fait que les parents sont de plus en plus occupés. Ça, c'est une réalité. De la réalité de leurs voilà, enfants. ça c'est une réalité. C'est pour ça que les sociétés sont pensées en fonction justement de cette réalité. C'est-à-dire qu'on sait que les parents ont de moins en moins de temps. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une association ailleurs, où justement on a travaillé sur la prise en charge périscolaire, parce qu'on identifie des enfants dont les parents sont des commerçants, dont font le commerce jusqu'à 18h ou 17h, mais les enfants quittent l'école à 15h. Et donc, parce qu'on a suivi l'enfant, on s'est posé la question pourquoi il est comme ça. On a dit non, l'enfant, quand il quitte l'école à 15h, à la maison, il n'y a personne. Donc, il traîne au quartier et tout. Alors, du coup, on l'envoie dans une association où il est pris en charge jusqu'à 16h30, où le parent vient le récupérer pour l'amener à la maison. Ça permet justement d'assurer, n'est-ce pas, l'encadrement de cet enfant hors école. Donc, c'est ça le problème. Il faut repenser tout notre système de gouvernance pour qu'il prenne en charge les jeunes qui, eux, sont les responsables de demain, et qui peuvent justement commencer à travailler sur une société du mieux vivre. Voilà, alors, une société moins violente. Il faut une société moins violente. Il faut des écoles où on forme, où on dispense la connaissance. Quelle est la solution, vous? Pas une solution miracle, mais quelle est la solution que vous pouvez proposer pour qu'on sorte malheureusement de cette spirale qui tue nos enfants et qui met notre société en mal? Mais c'est l'éducation globale. Je m'inscris dans ce que dit Philippe, c'est l'éducation globale, sauf que Michel et moi, nous avons mis l'accent d'abord au point de départ. Le parent. Le parent. Pour que la population, j'allais dire les résidus, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté ne soient pas aussi nombreux, il faut que nous, les parents, on ait déjà fait notre part de boulot. Maintenant, malgré ce boulot, il peut arriver qu'il y ait des enfants en difficulté. Il faut que le système soit capable de recadrer ces enfants, de les prendre en charge, de compenser ce qu'ils n'ont pas eu et qui peut avoir justifié qu'à un moment donné, ils sortent de la norme. Donc, pour moi, ça fait toujours partie des chantiers de ma commission. Maintenant, quand Philippe a fait un clin d'œil politique, là, il y a association et association. Philippe, tu sais bien que les associations que nous ne trouvons pas correctes, c'est celles qui s'attaquent au système, quel que soit le cas. C'est-à-dire, quel que soit ce qui arrive, le système a tort. Mais les associations qui organisent les jeunes dans les activités périscolaires ou sportives ou culturelles, ou littéraire, ou qui peut être contre ce type d'association? Personne. Et maintenant, je disais tantôt que moi, j'ai la solution pour qu'on sorte de cette crise. Pour qu'on sorte de cette crise, il faut qu'on change de lunettes. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les yeux que nous avons de partisans, que toi tu as, Philippe, même comme tu es société civile, tu es société civile antichambre de quelque chose. Oh. Moi, je suis militante. On va pas rentrer dans cette querelle. Toi et moi, on doit changer nos yeux. Parce que là, maintenant, c'est les yeux spirituels qu'il nous faut. C'est les yeux spirituels. Comment pouvons-nous comprendre que le MRC qui est en colère veut quand même parler avec Paul Biya, mais en même temps, ils disent que Paul Biya n'est pas le président. Paul Biya va les écouter en tant que qui alors? Citoyen camerounais. Ah bon, pourquoi ils ne viennent pas parler avec toi? Bon, d'accord. Donc, je veux dire que remettons la solution miracle, c'est les yeux spirituels. Nous sommes arrivés à un carrefour où il faut absolument que nous trouvions la solution. Et cette solution ne peut être portée que par le président de la République. Mais reconnaissons-lui déjà sa place de président de la République et évitons les discours de dire que le président élu est en prison pendant Michel, que vous avez une minute pour donner votre solution miracle et on en sort puisque Philippe a donné la sienne. Moi, je dis
La première solution miracle, c'est celle de l'éducation, une éducation de proximité. Cela veut dire, vous avez votre enfant, regardez son accoutrement. Quand vous avez un enfant qui sort le matin avec un pantalon qui est au bas des fesses, ça s'appelle taille basse. Je ne sais pas, c'est vous qui avez les qualificatifs. Si c'est taille basse, un enfant bien éduqué, c'est d'abord à partir de son comportemental. Savoir dire bonjour à ses parents le matin, savoir s'habiller pour aller à l'école. Alors quand un père qui sait bien que pour entrer dans un lycée, la veste doit atteindre un niveau et qui va coudre à son enfant des exigences qui ne riment pas avec l'école. Autre chose, nous avions vécu le phénomène où la vie facile, à un moment donné ici au Cameroun, vous voyez des étudiants qui abandonnaient l'école parce que chacun, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux dire, Féman. On connaît la suite de ce que les Féman deviennent. Tous ont disparu de la circulation. Il faut recadrer l'attitude de la vie facile, l'attitude du travail. Et je dis bien qu'au sein des lycées, je continue à dire qu'il y a eu des prétextes que le nord et le sud sont venus inonder. Les gens ont trouvé l'occasion de s'aligner 100 000 multiplié par le nombre d'élèves qui prennent dans les lycées. Donc, il faut faire attention. Parce que là, le rôle éducatif, je dis que si le père, lui, peut contrôler l'enfant, l'enfant peut lui mettre une tenue négative dans le sac pour aller jouer ailleurs. Mais devant le parent a le rôle fondamental de parler à son fils, de parler à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un environnement LTM situé à Bali. Mais quand on sort d'ici, les parents savent que son enfant rentre à 2 h du matin, c'est un braqueur. Mais quand l'enfant entre, il le couvre. Il est incapable de dénoncer son enfant. Alors, mais c'est malheureux qu'on en soit à ce niveau. Il faut pouvoir recadrer les choses. C'est ce que nous dit nos panélistes ce soir. Et on va clôturer avec ces quelques SMS de nos téléspectateurs qui nous viennent de l'étranger, notamment de la Guinée équatoriale. Et c'est Joseph. Bonsoir. Que l'honorable ne dédouane pas. Alors, si je commence à lire son SMS depuis le début, bonsoir au panel. Combien de nos dirigeants ont leurs enfants dans ces établissements, raison pour laquelle les établissements publics n'ont pas de suivi. La preuve, depuis ce drame, aucun de ces ministres n'a fait une sortie officielle en rapport avec cette situation. Que l'honorable ne dédouane pas les pouvoirs publics. Ils sont responsables de l'échec de notre nation, car l'émergence d'une nation, c'est l'éducation et la santé. Mais regardez comment gérer la santé et l'éducation dans notre pays. Tout va à 2 vitesses. Un autre SMS qui nous vient de l'étranger et certainement d'un pays voisin. On va pouvoir retrouver l'indicatif de ce pays dans quelques instants pour vous donner la précision autour de ce SMS qui nous dit bonsoir, je vous suis depuis Cotonou au Bénin. Merci pour l'éducation que vous faites, que vous êtes en train de donner au monde entier et sur cette situation d'insécurité à l'école. Je vous encourage sur la question. C'est Job Kindemen qui nous a envoyé ce SMS ce soir. On va prendre ce SMS. I start by presenting my condolences to the Brief family for this incident. The government is responsible for the situation. When music such Fufap, Kole la Petite or sang in school and drugs are still near school, what orientation are we giving to our children? They simply reflect the image of what the government wants the youth to be. John from Boya qui nous a envoyé ce SMS ce soir. On a encore plusieurs SMS qui sont arrivés. Bonsoir au panel. Le problème de la sécurité, ou mieux de l'insécurité en milieu scolaire, est tellement complexe qu'il serait souhaitable, à côté de vos invités, de faire aussi appel aux techniciens, proviseurs, surveillants généraux pour faire un diagnostic quelque peu fiable et proposer des solutions acceptables à tous. Emmanuel Idapa de Bonamérique qui nous a envoyé ce SMS. Je voudrais surtout rappeler et préciser à Emmanuel que nous avons pris attache avec tous les responsables du système éducatif, notamment le proviseur du lycée bilingue de Deido et d'autres proviseurs des établissements qui nous ont dit que ça ne concernait pas leur établissement, donc ils ne pouvaient pas venir
parler au devant de la scène. On a pris également attache avec le délégué départemental des enseignements secondaires qui, malheureusement, n'a pas pu prendre son téléphone. Pour quelle raison, on n'en sait pas trop. Mais toujours est-il que tous les acteurs de la chaîne éducative ont été contactés. Même les syndicalistes ont été approchés pour ce débat, notamment Luison Ndiambongue, l'ancien proviseur du lycée Jos de Douala, qui nous avait assuré, mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le téléphone a sonné, mais il n'a pas pris. Donc, nous voulons tout de même vous rassurer que tout a été mis en œuvre pour avoir un panel d'au moins 6-7 personnes, quitte à prolonger l'heure du débat, mais on a été contraint à faire avec ceux qui ont accepté de venir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci à vous, merci honorable. Je sais que vous prenez la route de Barcelone. Bonne continuation à vous Merci. dans le cadre de l'échange parlementaire. Philippe, merci encore d'être venu ce soir. On espère vous retrouver très très bientôt. Notre consultant, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, à vous qui êtes à la maison et qui nous avez envoyé des SMS, merci. Malheureusement, à ceux dont les SMS n'ont pas pu être lus ce soir, toutes nos excuses, mais nous ferons l'effort de pouvoir les lire dans les prochaines émissions. Bonsoir à vous tout de même. Bonsoir à la direction générale. Bonsoir à l'équipe qui s'est mobilisée. Et bien évidemment, on se retrouve demain 21h dans le cadre de Tout au clair. Bonsoir.